La CENI prépare le vote des Burkinabés de l'étranger. L'institution enverra des missions dans les ambassades et consulats pour communiquer sur le sujet. L'information a été donnée ce matin aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Dans quelles conditions sont formées les forces de défense et de sécurité burkinabais? Des élus se sont rendus dans les écoles et centres de formation de Bobo-Dioulasso pour en savoir davantage. Des précisions dans un instant. Et puis des hors-la-loi, hors d'état de nuire, les forestiers des Cascades ont mis la main sur des braconniers dans leur sac de la viande de buffle et de phacochère. Voilà pour les titres de ce 13h15. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, effectuera à partir du mois de juillet des missions dans les ambassades et consulats burkinabais. Objectif, communiquer sur le vote des Burkinabés de l'étranger. C'est la substance de la rencontre tenue ce matin entre la CENI, les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Le point avec Moumouni Soubeïga. 32 ambassades et 9 consulats généraux du Burkina à l'extérieur seront sillonnés en début juillet par des commissaires de la CENI pour les préparatifs du scrutin présidentiel de 2015. L'information a été portée à la connaissance des partis politiques et de la société civile à cette rencontre et chaque parti est appelé à jouer sa partition pour relever le défi. Nous sommes partants parce que nous l'avons demandé. Nous disons oui pour le vote des Burkinabés de l'étranger, mais dans la transparence, l'équité et qui nous garantissent une crédibilité. Lorsque nous allons aborder le terrain, effectivement, que beaucoup d'autres problèmes peut-être peuvent surgir, mais nous allons régler le problème au cas par cas. Ce n'est pas à cette première élection que nous allons y aller comme si nous maîtrisons toutes les données. Je pense que c'est dans l'action que nous pourrons résoudre. Et franchement, je félicite la CENI. C'est la première fois que les Burkinabés de l'extérieur seront appelés devant les urnes pour élire le président du Faso. À la Commission électorale nationale indépendante, la priorité c'est de communiquer avant la mise en place de ces démembrements dans les consulats et ambassades. Nous allons donc aller à l'étranger. Nous allons mettre en place les démembrements de la CENI qui sont les bras avancés de l'institution pour l'organisation et du recensement et du scrutin lui-même. Dès à présent, si nous nous mettons ensemble, il n'y a pas de raison que vraiment, en 17 mois, on ne puisse pas vraiment mettre les Burkinabés de l'étranger dans une situation d'information suffisante pour prendre part à un scrutin. La CENI tient le bon bout. Je souhaite que la classe politique, chacun en ce qui la concerne, joue de sa partition. Au plan national, plus de 570 000 électeurs ont déjà été enregistrés. L'opération sera prolongée jusqu'au 30 juin dans l'ensemble des 47 communes urbaines. La deuxième phase prévue pour démarrer le 17 juin va concerner les communes urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a organisé un meeting le samedi dernier à l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Rassemblement au cours duquel les responsables et les militants du parti ont réaffirmé leur soutien au président Blaise Compaoré. Ils se sont dit favorables à la tenue d'un référendum pour la modification de l'article 37 de la Constitution. Le point du meeting avec Zie Diara et Sylvestre Sieda. Assimi Konda et François Compaoré sont venus faire la revue des troupes ici à l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Les deux leaders du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, étaient là pour éclairer davantage les militants déjà prêts pour un éventuel référendum. Dans un premier temps, il s'agissait donc de mesurer les capacités de mobilisation et dans un second temps, on avait des messages forts à faire passer. Et ces messages, si vous l'aviez suivi, c'est des messages qui concernent bien sûr notre grand rassemblement au niveau du stade du Cap-Août. Également un message qui reprend l'économie de notre conseil, de ce que nous avons eu à arrêter au niveau du conseil national. Les chefs coutumiers mobilisés également à l'occasion ont par la voix de leur porte-parole, le Wemteng Naba, réaffirmé leur soutien sans condition au parti au pouvoir et au président du Faso. C'est des personnes qui jouissent d'une certaine notoriété et des personnes qui sont sages. Et de ce fait, leur présence parmi nous vraiment augure d'un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous pensons
que c'est très important d'avoir les chefs coutumiers avec. François Compaoré a également invité les militants et sympathisants du CDP à effectuer massivement le déplacement du stade du 4 août pour leur meeting prévu pour le 21 juin prochain. L'organisation d'un éventuel référendum divise la classe politique burkinabé. La coordination des organisations de la société civile pour l'alternance et de ceux qui sont contre le référendum et la modification de l'article 37. Ce mouvement qui vient de naître et regroupe 32 organisations de la société civile donc a donné un point de presse pour présenter la structure et ses objectifs. Le point avec Zalissa Sanfo. Le 2 avril dernier est née la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, COSCA, et les géniteurs de cette organisation qui regrouperait une trentaine d'associations de la société civile ont présenté leur bébé ainsi que ses missions aux journalistes. C'est un regroupement de 32 associations et mouvements de jeunesse du Burkina qui ont décidé d'aller en étroite collaboration directe et affiché avec le chef de file de l'opposition sur la base de d'une plateforme minimale qui contient 4 points. Ces 4 points sont non à la mise en place du Sénat, non à la modification de l'article 37, non à l'organisation d'un référendum et non à la vie chère. Et conformément aux objectifs qu'elle s'est fixés, l'association compte entamer bientôt ses premières activités. Nous nous souscrivons aux activités, au plan d'action engagé par le chef de file de l'opposition qui ont été déclinés, dont un pan a été décliné au niveau du meeting du 31 mai au stade du 4 août, et notamment appuyer le chef de file de l'opposition dans la mise en place des CCR, les collectifs contre le référendum, qui sera installé dans les différents services, administration publique, les différents secteurs, les différents villages et les différents arrondissements. À cette conférence de presse, la coordination a aussi invité les associations de la société civile qui partageraient les mêmes points à se joindre à elle. Les députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ont visité les écoles et centres de formation des forces de défense et de sécurité dans les Hauts-Bassins. Cette mission d'information qui a concerné 3 centres a permis aux élus de s'imprégner des conditions de fonctionnement et de formation dans ces écoles. Le reportage est de Sylvain Vebamba. S'imprégner des réalités dans les écoles et centres de formation des forces de défense et de sécurité, c'est ce qui a motivé une mission d'information de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, CAED, dans 3 de ces structures de formation. À l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie, l'échange avec l'équipe d'encadrement s'est poursuivi avec la visite des infrastructures et surtout avec une immersion sur le site de formation de Kwakwale. Une visite qui n'a pas laissé indifférente l'équipe de formation. Nous sommes à la fois contents pour cette visite et encouragés pour le travail que nous faisons sur le terrain, de savoir que nos honorables députés s'intéressent à l'aspect formation du personnel de la gendarmerie. Nous espérons qu'ils ont bien observé tout ce qu'il y a autour de l'environnement dans lequel ils travaillent et qui seront des porte-parole auprès de leurs collègues pour que des fois où un dossier viendrait au compte de la gendarmerie, qu'il puisse être favorable. Au groupement d'instruction des forces armées GIFA, ce passage des députés avec ces échanges et ces visites ont également réjoui le commandement. Ce sont nos honorables députés, ce sont nos représentants et je pense que nous avons reçu des ambassadeurs qui sont venus voir la réalité, ce dont nous avons besoin, la vérité, ce qu'il y a ici et ce qu'il n'y a pas. Et je pense qu'ils seront nos ambassadeurs auprès des autres. Ils pourront porter la vérité auprès de leurs homologues. C'est désormais un autre regard que les députés membres de cette commission auront sur les questions de formation des hommes et des femmes chargés de sécuriser et de défendre le territoire. C'est la première fois que la représentation nationale vient sur un site d'instruction militaire et ça nous a permis de voir toute la rigueur avec laquelle
les éléments de défense et de sécurité de notre pays sont formés. Et je pense que c'est ça qui est très important. Au-delà des difficultés que nous avons pu constater, c'est tout l'engagement des citoyens nouvellement recrues ou pas, vraiment qui est là et qui sont prêts à servir donc le pays et qui sont prêts à vraiment s'engager pour la sécurité des personnes et des biens de notre pays. Et je pense que c'est ce qui est important. La visite s'est poursuivie par celle de l'école de formation des eaux et forêts de Denderesso. Plus de 10 milliards de francs CFA pour booster le développement du monde rural dans le plateau central. Le PEDRI, le projet de développement rural intégré du plateau central, a été lancé par le ministre en charge de l'agriculture, financé par l'État burkinabé et la Banque islamique de développement. Ce projet permettra de construire des barrages, des périmètres irrigués et des marchés. Le reportage est de Moussaki. Le projet de développement rural intégré du plateau central, PDRI, est maintenant sur une bonne voie. Lancé théoriquement en 2012, le PDRI a été confronté à des difficultés financières pour sa mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est un projet avec un coût global de 10 milliards 520 millions de francs CFA, supporté par l'État burkinabé et ses partenaires, qui vient donner l'espoir à 50 000 personnes comme bénéficiaires. Et cette cérémonie est consacrée au lancement technique du projet. C'est un projet qui va s'attaquer aux déterminants de la sécurité alimentaire, notamment à travers tout ce qui est infrastructure de production, notamment les bas-fonds à aménager, les retenues d'eau, les périmètres irrigués, mais aussi les infrastructures de conservation, notamment les chambres froides et les comptoirs d'achat. Le projet n'a pas oublié aussi les questions de désenclavement, puisque lorsqu'on produit, il faut vendre et par conséquent, il faut pouvoir accéder au marché. La construction de ces infrastructures et le financement des activités génératrices de revenus vont contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole dans le plateau central. À cette rencontre, l'engagement de la Banque islamique de développement, estimé à plus de 8 milliards de francs CFA dans ce projet, a été salué à sa juste valeur. Chaque année, en principe, tous les projets dont nous finançons, nous devons mener une visite de supervision sur le terrain 2 fois par an minimum. Et c'est pendant ces visites de supervision que nous discutons avec les organes qui sont chargés de mettre en œuvre des projets, de toutes les difficultés, de toutes les rencontres, et également de par les rapports de supervision. Le projet de développement rural intégré du plateau central traduit la volonté des autorités burkinabées à trouver des voies et moyens pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. Dans le cadre de ses activités de fin d'année, l'École nationale des régies financières ENAREF a organisé une conférence sur le civisme et le patriotisme, un thème d'actualité, mais également choisi au regard du profit des élèves appelés à gérer les finances publiques. Yacouba Ouedraogo. Lorsque le service national du développement se déporte à l'École nationale des régies financières, le directeur général himself, ce sont des valeurs de civisme et de patriotisme qui vont avec. Les valeurs que nous allons enseigner, c'est le civisme bien sûr, la déontologie financière, les droits et devoirs du citoyen comme d'habitude, mais aussi nous allons insister sur la participation du citoyen à l'animation de la vie politique. Des valeurs que le bureau des élèves de l'ENAREF, en collaboration avec la direction de l'école, a tenu à inculquer aux étudiants dans le cadre des 96 heures de l'élève financier. Et pour cause. Dans le monde ou à l'intérieur du Burkina Faso, il y a tantôt des remous sociaux et nous avons jugé qu'ici nous sommes des jeunes et il était intéressant que nous puissions quand même parler et réfléchir et échanger autour de ce thème-là. Mes attentes bien évidemment c'est qu'à la sortie donc, de cette conférence-là, ils soient encore mieux outillés pour traiter, je dirais, de la déontologie financière et de l'éthique de manière générale. C'est de faire en sorte qu'ils aient une pleine connaissance de ce que c'est que le SND, justement pour leur permettre justement d'avoir toute la mesure donc, de ce service-là et de son importance donc, dans le développement économique et social de notre pays. Des valeurs combien nobles, mais souvent difficiles à respecter pour des débutants confrontés au service national du développement. C'est pourquoi le directeur général du SND ne manque pas de conseils.
Le jeune qui sort de l'ENAREF et qui commence avec 40 000 francs, il n'a qu'à se mettre en tête qu'il n'a pas commencé à travailler encore et qu'il est toujours élève. Quand il se met dans cette perspective-là, il peut supporter le coût. Du reste, nous sommes en train d'analyser pour voir comment on peut dépasser ça, dépasser ce pécule de 40 000 francs. Les 96 heures de l'élève financier, c'est du 12 au 15 juin 2014, avec en plus des conférences, une journée des communautés et la finale de la Coupe du DG de l'ENAREF ce dimanche. Ils ont pour mission d'apprendre aux populations à lire et à écrire dans les langues nationales. Les centres d'alphabétisation jouent à cet effet un grand rôle dans la lutte contre l'illettrisme. Le ministre délégué en charge de la question, Amadou Djemdoda Diko, est allé voir comment sont administrés les cours dans les centres d'alphabétisation du Sourou. Le reportage est de Francis Tien. S'imprégner des réalités des centres d'alphabétisation du Sourou, c'est l'objectif visé par le ministre Amadou Djemdoda Diko à travers cette visite des centres d'alphabétisation de Di et de Niansa. Les échanges avec les différents acteurs ont permis au ministre de relever les difficultés des centres d'éducation de base non formels de la localité. Il y a encore des choses à faire parce que les enfants n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas de table-banc, ils n'ont pas de tableau. Et en fait, il leur manque beaucoup de choses. Il leur manque même, j'allais dire, le temps de l'enseignement, comme je venais de dire tout à l'heure, qu'il faut voir, qu'il faut réviser, il faut revisiter le programme pour leur permettre d'être opérationnel. Selon les bénéficiaires des centres, cette visite du ministre prouve que la question de l'alphabétisation constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement. C'est conscient de cela que l'ONG Terre des Hommes accompagne le centre d'éducation de base non formelle de Digne depuis des années. Et aussi le réseau pour qu'eux-mêmes puissent fournir un petit peu de matériel au CBNF en termes de fourniture, de tableaux, etc. Afin d'encourager le personnel et les pensionnaires des centres d'alphabétisation et de production de Sourou, le ministre leur a remis du matériel didactique. Pour une meilleure fréquentation des centres d'alphabétisation, le personnel fonde beaucoup d'espoir sur la visite des premiers responsables du domaine. Ce que nous attendions de lui, nous avons si peut nous doter d'un local, des infrastructures et puis aussi de matériel pour le bon fonctionnement du centre. L'impact de l'alphabétisation sur la production n'étant plus à démontrer, le ministre a plaidé pour une multiplication des centres d'alphabétisation dans le Sourou. Les parents ont promis d'amener les enfants non scolarisés à fréquenter les centres d'alphabétisation. Des informations d'usage et des consignes pour les bénéficiaires du projet TICAD 5 Sahel. L'atelier initié par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable s'est tenu à Gorom Gorom. Les travaux ont été axés sur les stratégies de gestion des risques liés au climat et aux ressources en eau. Le point avec Bernard Diasso. Sensibiliser les bénéficiaires du projet TICAD 5 sur les implications des changements climatiques pour les ressources en eau en vue de la prévention des conflits irrélatifs. C'est l'objectif principal du présent atelier prévu pour 2 jours et animé par une équipe du SP CONED. Le projet qui est mis en œuvre ici concerne la consolidation de la paix et la gouvernance donc, au Sahel, notamment les initiatives en lien avec donc, la promotion des bonnes pratiques pour la gestion donc, des conflits dans un contexte donc, de changement climatique. Donc la présente formation c'est essentiellement fondée sur les stratégies de gestion donc, des risques liés au climat pour les ressources en eau au niveau donc, de la commune de Gorom Gorom. Si on sait effectivement que les ressources en eau, notamment pour parler un peu du volet gestion, pourraient être exacerbées donc, par les risques liés au climat, notamment donc, au Sahel. Il y a lieu bien sûr, surtout au niveau donc, des producteurs, de s'accorder sur un minimum en termes donc d'initiatives donc de gestion de ces risques-là pour que la paix puisse effectivement être donc l'apanage au niveau donc de la gestion des ressources en eau. Au dire du maire de la commune de Gorom Gorom, l'intérêt d'un tel thème se passe des démonstrations car la province de Loudalan est confrontée à d'éventuels conflits liés aux ressources en eau. En rappel, Bagawa et Minungu 2, des villages de cette commune, avaient déjà été choisis par le projet pour tester de bonnes pratiques d'adaptation entre 2009 et 2013 dans les domaines agro-silvopastoraux.
Ils ont été appréhendés sur l'axe Banfora-Mangodara avec de la viande de buffle et de phacochère. L'arrestation de ces braconniers a été possible grâce à la vigilance des forestiers de la localité. Ces chasseurs clandestins font des ravages dans les réserves naturelles des Cascades malgré la fermeture de la chasse depuis le 31 mai dernier. Des précisions avec Draman Kabouré. 2 semaines après la fermeture officielle de la chasse au Burkina Faso, la Direction régionale de l'environnement et du développement durable de la région des Cascades a diligenté une opération de ratissage sur les principaux axes de Banfora, une opération qui a permis aux agents de l'environnement de Banfora d'arrêter 2 individus qui transportaient dans un véhicule un buffle, un phacochère, des francolaises et du poisson autour de 2h20. L'opération a consisté à faire les embuscades au niveau des différents axes. C'est ainsi que sur un des axes, notamment l'axe Banfora-Mangodara, alors on a pu mettre la main sur ces malfrats-là. Les saisies portent sur les espèces suivantes. Alors un buffle qu'ils ont abattu, 12 francolins et de poissons. Selon le chef du service régional de la planification des Cascades, outre le butin saisi, ces braconniers possédaient également des armes et des munitions. Les armes utilisées, l'autre là c'est une carabine avec des munitions, et l'autre c'est un fusil de charge calibre 12 avec un double canon. Pour le moment, les responsables de l'environnement des Cascades sont en train d'auditionner les 2 individus et c'est à l'issue de l'audition que les responsabilités pourront être situées et les éventuelles sanctions s'appliqueront sur les commanditaires selon les rapports du procès verbal. Les sanctions sont d'ordre pécuniaire, amende ou corporelle prison selon la gravité et la nature de l'acte posé. Quant à la viande saisie, elle est destinée aux services sociaux tels que les hôpitaux, les maisons d'arrêt et de correction. Les responsables de l'environnement des Cascades ont appelé à plus de vigilance et de sévérité afin de dissuader d'éventuels récidivistes. Qui remportera le prix Samben Ousmane qui récompense le meilleur long métrage au Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. La 17e édition de ce rendez-vous du 7e art africain s'est ouverte le samedi dernier. Une quinzaine de pays africains prennent part donc à cette compétition. Le reportage de nos envoyés spéciaux Saratou Sissé et Salinana. 14 films représentant 13 pays africains compétissent cette année pour le Grand Prix Samben Ousmane du Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. À cette 17e édition de la fête du cinéma africain à Kouribga, les responsables du festival veulent renforcer les actions cinématographiques entre le Maroc et les autres pays du continent. C'est le cinéma pour tous. On a essayé de sortir de la salle du cinéma qui est le complexe culturel vers les citoyens de la ville. On a essayé de faire un écran géant à l'extérieur dans un espace géant qui peut recevoir les 3000 ou 4000 personnes dont il sera déroulé les environs de 4 films marocains comme ça et 4 films africains de tous les pays d'Afrique pour que tout le monde essaye de voir. À ce festival, l'Afrique de l'Ouest est représentée par des films du Sénégal et du Mali. Ce jury va donc travailler pendant une semaine à départager les films en compétition. Nous allons regarder un peu comment ils ont la qualité du travail, déjà l'idée originale, par rapport aux thématiques. Et nous allons regarder aussi comment est-ce que le montage a été fait. Les films qui sont là sont tous à la hauteur et nous allons tout faire pour que les meilleurs soient primés. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette 17e édition du Festival de Kouribga. Outre les films en compétition, les festivaliers ont toute une semaine pour découvrir toute la diversité du 7e art ivoirien. Des nouvelles de la Coupe du Monde à présent. Hier, la France a réussi son entrée dans la compétition en battant le Honduras par le score de 3-0. La Suisse est venue à bout de l'Équateur 2-1. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre entre l'Argentine de Messi et la Bosnie-Herzégovine. Voilà qui met fin à cette édition. La Coupe du Monde se poursuit sur nos antennes. Bon appétit à tous et à demain.